qu'il y avait des solutions pour le grid, hein, donc pas des solutions micro, mais des grosses solutions. On pouvait brancher sur le grid des batteries. Ma question, c'est d'abord quelle technologie, parce que ce matin, on nous a parlé de technologie à l'hydrogène et de technologie lithium. Donc les solutions dont vous parlez sont-elles des solutions l'une ou l'autre? Probablement lithium. Et ma deuxième question, si ce sont des solutions lithium, quelle est la durée de vie de ces batteries lithium? Les projets que nous faisons sont des projets et des contrats que nous passons pour 20 ans. Est-ce que ces batteries lithium peuvent tenir pendant 20 ans ou faut-il les renouveler tous les 3 ans, les 5 ans ou 7 ans? Quelle est leur fiabilité dans des zones, encore une fois, où il fait très chaud, hein, où on peut avoir du 50 degrés en été? Donc quelle est la fiabilité de ces batteries et combien de temps peuvent-elles durer sans qu'on soit obligé de les renouveler, de refaire l'investissement intégralement? Okay, thank you very much. I'm gonna replay in English. I hope it doesn't matter. Okay, this question is a very, very open, wide question because we're gonna touch technological aspects. Of course, as you mentioned, there is financial and economical aspects that have to be taken into account, of course, in choosing a technology rather than the other. Okay, so I'm gonna be straightforward on these and I'm gonna be frank. In this case, of course, it depends. So this is the most open, wide answer we can give to this question. And that's because basically whatever application and every single application, let me say this better, will and shall require each single solution. So I'm not going to talk about hydrogen, of course. We're going to talk about chemical storage. So if we talk about the manufacturers, so for example in Resformed we have many manufacturers within our network. Of course, they can spend hours and hours talking about the features of one technology and the pros and the cons of each one of it. So I honestly think that, of course, each case is specific. So every time you have in front of you a business model, a business plan, and a project according to the feasibility study, the environmental study, the temperatures and the installation, the site, the economics, the debt to equity ratio, the project financing scheme, the lasting period you wanna make sure the battery will have. It depends and it will move and steer the decision on the technology. So honestly speaking, this is a very wide question and I don't have the answer because it's a very, very precise case by case scenario. In this case, again, it's not a matter of hydrogen, it's more a matter of chemicals. So it could be lithium storage, it could be salt storage with the ions, whatever chemicals you may want to use, but it doesn't really matter. Of course, all your considerations are valid because it depends on the timing you want to consider, how long it's going to last, and so on and so forth, but it's case by case, really. So those considerations I made during my presentation are more open and more wide and more high level rather than the specificality on the technology. Yes, but if I may, I would like just to comment your answer. You understand that investor will not invest in a project if they don't know when and what is the duration of the battery. So the key question for me, because for the on-grid project, solar project, obviously we have a 20-year contract with the national utility. So obviously, and we are committed for not only to produce electricity, but to provide the storage. So if we take a commitment of 20 years storage for 3 or 4 megawatt on top of producing electricity for 25 megawatt, we need to be sure that the technology will last 20 years.
So maybe it's a very wide question, as you said, but in the current state of the technology, the chemical technology, which are lithium or chemicals, do you know if, in your experience, it's possible to have a solution which lasts more than 5, 6, or 7 years? So is it possible to consider a medium long-term investment on storage, on battery, for 10, 15 years? Is it possible or not? Well, hello. Honestly speaking, I'm not a technical guy that can give you really this straightforward answer. But again, I really think that in every case, business with a business perspective, as you said, of course, and you are completely right. When you have to deal with an investment, of course, you have to deal with the timing. You have to deal with the banks that will give you money, and so on and so forth. So you have to provide a solution. But in this case, really, what it matters is the consistency on the solution you provide with the business model you provide and you present. So in that case, if this matches, it will work. If it doesn't, any bank or any advisor, technical advisor within a bank that will give you money, that will give you a loan to go ahead with investment, maybe is not going to be sure of the investment. So, of course, it's right. So if we have a solution, a lithium solution or whatever is going to be that lasts for 15 years, it's better. But in the perspective of the investment, whatever works and whatever makes sense and it's consistent with your business plan and with the technology you're going to use, I think it works. I don't have a straight answer in the technological aspects of the battery that could last 20 years. I don't think they exist as of today. But of course, as of today, as you said, currently is a discussion that we can do within 5 years, and in 5 years we're gonna find some solution that will last 50 years. So we don't know, but I think really business-wise, whatever bank that considers the investment will see the consistencies between the technology you are proposing and the business plan you have. Then, if it matches, they will move ahead with investment. Otherwise, they will not. Whatever solution, the technology you're going to propose. May I add something? The presentation, because of course this is not a complete answer. The presentation we gave you, I'm expert in PV, not in storage. It was taken by much longer presentation made by Terna, presenting all the detailed installation. So I will be glad to provide you the experiment underway in Italy. Terna is putting in a few congestion nodes a pack of huge storage on the order of 100 megawatts, something, and with some results. Now, this was part because the authority of Italy asked Terna, can you prove me what is the benefit for the system, to understand if, by the way, there was a big question between Enel and Terna. Who's going to make the battery? Is battery part of the transmission system or is battery part of the generation? It was a big fight. I think Terna refused to stop and keep going. So my former company lost in a way. So Terna is doing his own because they think large-scale storage chemical is part of the system of TSO. So I will send you, you will give me your car next week, the complete picture of what's going on in Italy in this big congestion place in the south of Italy. There's a lot of wind there and the line, because we have a long country and the wind is down south. And also Enel is doing a similar one on distribution level. We don't have the answer, particularly, but the state forced us last October to present a report, opportunity for investment, especially in the tariff and the rules. So it's a very, very key question. I know you may be disappointed, but we don't want to give you an answer, which I know a lot is going on, and I think large-scale storage, you're right, can be also useful in Africa. I promise you next week, Monday, you will get the full presentation and maybe some extra. Not a solution, but at least you understand the flavor of what's going on. And I think there's a lot of interest there. And we have also many companies who are doing that but it's really exciting. Thank you, and keep your card. Monday morning, I was a Boy Scout. Monday morning, I send you the data. And you judge them. I don't ask me the detail, okay? Thank you very much. The very last thing I wanna add, of course, to Roberto's speech is that in that presentation, in that case, again,
The focus on the technology was more on the responsiveness of the batteries and the performance they can guarantee according complying with the requests rather than the duration. That's what they presented. So a battery that can respond in milliseconds, maybe it's lithium, and a battery that can storage whatever is the energy is made by salt or whatever. So it was more on the performance side rather than the duration side. So. I promise. I keep my promise. Please, other question? Maybe not a question, but a comment to this question. Philippe Malbranche from INES. In our institute, we are testing battery every day. We are testing 300 to 400 batteries every day to measure this duration, depending on the technology. So to our understanding, it's not a question of technology only, but it's a trade-off between cost and performance and duration. And there's no straightforward answer. It's always dependent on the, here in Africa, on the temperature, operating temperature. It could be very cold in Europe, it could be very hot here, and you will not have, excuse me, you will not have the same answer every time. So it's really a good understanding on what will be the load profile. Are you going to cycle it 1 day per month or every day or 10 times an hour? It's fully dependent on the application. Is it a frequency support? Is it voltage support? Is it energy exchange, power, reserve power, etc., etc. So with that, you have a complete portfolio of application, a complete portfolio of technologies, and then it's this trade-off between the technology and the cost that you have to simulate for every system. Yes, and really the Tesla Powerwall keeps me excited because they accept the challenge of the Australian government to make a virtual utility by using a Powerwall. I'm really excited, really. I'm, as Philippe knows, a grandfather of renewable, and when I asked Angelo and my son, what have you done the 6th of February? 6th of February was the beginning of the festival of the song in Italy. And he said, come on, Papa, my son, we watched the Elon Musk car going to Mars. Now, this is really exciting. But therefore, it is true that we are, you are right, investors are looking for it. There's no solution, but again, you will get all the information and you also, I can put you in contact with people in Terna or Enel who are doing this as a potential business, because the real business of storage for utility, Enel wants to do this famous vehicle to grid. And when Mr. Storace, the CEO of Enel, shows an electrical car, he shows a battery with the wheels, say this is it's funny, but it's true. So I'm really excited that the storage is going to. But thank you. A question over there. Yeah, I'm Farouk Rayat from EDF Énergie Nouvelle. I will try a comment on the previous question. As you noticed, Tesla, BYD, and other big suppliers are coming into this market for utility project and storage, and they're already proposing some business models where you don't have actually to worry about the lifetime or the life cycle of the battery, but because they are selling energy and they are selling warranties with their contracts, and they warranty you that they will provide energy, the same level of energy for 20 years or 25 years. So that's just a comment about that. And then I will have a question, so in France for Mr. Guerrier. Je voudrais savoir que vous développiez un petit peu plus votre business model en fait, parce qu'on comprend que vous vouliez vous positionner comme l'intermédiaire, on va dire, entre le producteur et l'agriculteur. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que vous avez des contraintes de législation comme on peut avoir au Maroc. Dans d'autres pays d'Afrique, je pense que ça va être la même chose. Et je voulais savoir un petit peu plus en détail quel sera votre business model ou dans les pays sur lesquels vous êtes déjà actif, par exemple. Vous m'entendez? Oui? D'accord. Oui. Donc le business model, il est assez conventionnel. Hein. Vous produisez une électricité que vous valorisez idéalement localement, sinon en réinjection ou en autoconsommation collective. Voilà, donc quand vous parlez du business model, vous voulez parler du business model de la centrale, de l'opérateur le vôtre, de Sunagri particulièrement dans ce positionnement. Celui qui pilote, c'est un prestataire de service
qui applique des algorithmes de pilotage qui donnent une priorité à la culture. Voilà, donc c'est comme si vous aviez un exploitant pour maintenir votre centrale finalement, ou pour optimiser sa performance. Voilà, vous avez une autre catégorie d'exploitants qui lui va faire en sorte que la centrale produise telle qu'elle a été conçue et pendant toute sa durée d'exploitation. Voilà. Alors, est-ce que votre question c'était s'effacer revient à peu produire de l'électricité, donc comment on arrive à amortir l'investissement de la centrale? J'essaie de... Oui, non, ma question c'est plus de savoir comment vous allez réussir à vous intégrer dans des marchés dans lesquels déjà la législation est compliquée, et du coup votre intervention dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que l'investisseur va investir sur l'ensemble de l'installation, Oui. Les panneaux, les structures, etc. Donc c'est des sujets sur lesquels peut-être vous intervenez en design, je sais pas. Par contre, c'est l'investisseur, le producteur d'énergie qui va investir dans l'installation, l'agriculteur qui va proposer son terrain, si je comprends bien. Il va surtout exploiter ses cultures de manière plus appropriée en améliorant son compte d'exploitation. Donc oui, vous avez un producteur qui a son business model, vous avez un exploitant agricole qui n'investit pas et qui bénéficie de la performance du système, et ce système, pour être performant, est opéré par un prestataire de service qui est le pilote. Voilà. Mais donc, en fait, votre point de la réglementation, finalement, on se loge dans toute réglementation. C'est-à-dire, là où on peut faire du photovoltaïque, vous pouvez faire de l'agrivoltaïque dynamique. Oui, non, ça, je comprends bien. C'est Voilà. comme vous parlez de l'Afrique, du marché africain, le marché marocain en particulier, sur ce type de puissance. C'est encore assez compliqué de faire du développement classique, de revente d'énergie au Maroc sur ce type de puissance. Ah, oui, oui, de oui. l'associer en plus à quelque chose d'innovant et qui demande du développement en plus. Vous parlez de 2019 comme target date pour un projet pilote. Je ne sais pas quel est votre planning pour une expansion en mode commercial. Alors voilà, la commercialisation arrive au terme d'une démonstration. Une démonstration, c'est sur une échelle de plusieurs années, on va dire de l'ordre de 3 à 5 ans. Donc votre point qui est la commercialisation, effectivement. Donc l'essaimage de cette technologie pour créer une nouvelle filière énergétique s'envisage à un moment où les réglementations seront bel et bien en place pour accueillir de façon, on va dire, plus ouverte ces dispositifs, dont la puissance finalement pourra être de la petite, on va dire, de la moyenne exploitation d'ici quelques années à la plus petite exploitation dans une dizaine d'années. Vous voyez, on part sur des démonstrateurs qui nécessairement ont des puissances un peu plus importantes pour aller vers quelque chose qui touchera le plus grand nombre et qui permettra aussi de répondre à la problématique de la décentralisation de l'énergie. Et là, on a parlé du stockage. Si on veut aller au bout de la logique, si vous avez des actifs de production d'énergie très décentralisés qui en plus sont des centrales flexibles, dès lors qu'on pilote, vous l'avez compris, on est flexible, donc on peut, en même temps qu'on apporte un service à l'agriculture, très bien imaginer que la flexibilité de la centrale serve le réseau. Et si en plus on veut faire en sorte que ça matche encore mieux avec les besoins en consommation locale, avec un actif de stockage territorial sur le site, on a dessiné finalement le monde idéal de l'énergie dans le monde, hein, n'est-ce pas? Connecté ou non, hein, d'ailleurs, vous voyez. Et comme l'agriculture est partout présente, à plus forte raison ici au Maroc, mais c'est une dominante dans la plupart des pays, voilà. Je pense que c'est une voie qui s'ouvre et qu'on ne peut pas mettre de côté, évidemment. Donc, on a couplé bien le stockage avec les vents. On va essayer les vents les photovoltaïques après, hein, les Bordeaux contre les Chianti. Autre question pour des collègues? C'est intéressant, mais c'est difficile à répondre quelquefois. Il y a d'autres commentaires même sur les deux sujets? Non. Donc, j'ai promis qu'on va retourner sur cette session et sur cette proposition innovative. Et encore une fois, cette conférence, avant de donner la parole à l'organisateur, M. Baroudi, je suis fier d'être été 3 fois ici à Photovoltaïque. À la prochaine, on va plus sud. Mais c'est vraiment intéressant de voir comme cette think tank qui est devenu Photovoltaïque permet nous de confronter des choses, être très, très libre dans la proposition et surtout la qualité, Ahmed, de cette session, même si un peu mélangée avec
la vigne contre les transmissions. C'est parfait. Donc, j'ai été confirme mon volonté de venir, Inch'Allah, la prochaine fois avec toi au sud de l'Afrique. Mais merci pour tous. Et je peux confirmer que tout le monde va recevoir les présentations faites, les DVD avec les speeches, surtout les films. C'est impeccable. Les films de début, je vais voler ça si tu me les donnes. OK? Donc, à toi la conclusion. OK? Et merci encore. Ciao. Très sympa, Roberto. Bien. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être là, d'être encore là aussi, à la fin de cette deuxième journée. Merci à messieurs les panélistes d'avoir assuré ce dernier panel. Je m'excuse de ne pas avoir pu assister, mais partant demain, j'ai très peu de temps pour rencontrer des personnalités qui nous font l'honneur d'être ici avec nous. Et donc c'est le seul moment que j'ai trouvé, et ce soir ça continue encore. Mais j'ai été très heureux de cet événement. Très heureux et très fier de cet événement, pour plusieurs raisons. D'abord pour la tournure qu'il prend. Une vraie tournure africaine. En fait, une tournure qui nous dépasse complètement. Elle me dépasse complètement, et c'est fait pour ça. C'est quelque chose, ça prend une tournure africaine. C'est un événement qui appartient désormais à l'Afrique. Nous avons déjà des demandes et des contacts de sociétés, d'institutions qui veulent accompagner cette africanisation, qui veulent accompagner cet élan et qui veulent être présents dans Photovolt Africa et se l'approprier quelque part. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris que Photovolt Africa est une vraie plateforme de dialogue, d'échange, de B2B, orienté business et surtout orienté projet concret. Ça, c'est important. C'est extrêmement important. Ça a été entendu. Je suis très heureux. Ça a été entendu par les investisseurs, par les développeurs, Roberto. Ça a été entendu. Et je suis très heureux de ça. Et franchement, je souhaite longue vie à Photovolt Africa, qui aura lieu, et je m'excuse de ne pas pouvoir annoncer la prochaine destination de Photovoltaïka parce que c'est simplement par respect des procédures du pays hôte, parce que nous devons attendre les approbations officielles. Tant que les approbations officielles ne sont pas là, je ne peux rien dire. Nous avons discuté, mais nous devons avant tout respecter la loi, les procédures et les réglementations locales à chaque fois. Sinon, pas de futur pour Photovolt Africa. Mais franchement, c'est la première raison pour laquelle personnellement j'en suis extrêmement fier, extrêmement heureux d'avoir mis ma petite brique dans ce grand mur. Il y a eu plusieurs panels. Les panels, si vous faites un panorama sur les différents panels, ils sont tous orientés marché. Le premier concernait le secteur du photovoltaïque dans le monde, son positionnement par rapport aux autres technologies, l'avenir du photovoltaïque. Nous avons eu d'éminentes personnalités qui sont venues, qui ont parlé et présenté ces technologies-là pour nous, dans le monde, et surtout pour l'Afrique. Ça a été le premier débat. Le second, ça a été les politiques publiques. Pourquoi les politiques publiques ? Parce que tout ce qu'on peut bien faire, si quelque part ça ne sert pas au bien-être des populations, je ne vois pas ce qu'on fait. Je ne vois pas l'intérêt de ce qu'on fait. Il faut que ça serve au bien-être des populations. Il faut que ça apporte une valeur ajoutée. En termes de solutions, d'amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est fondamental. Si ces valeurs-là ne sont pas respectées, ce qu'on fait ne sert à rien. C'est ma conviction personnelle. Et donc, il y a eu un débat intéressant hier, en fin de journée, ici, sur l'apport du photovoltaïque au niveau des politiques publiques. Une étude, une analyse elle était d'à propos sur le cadre réglementaire marocain, et je remercie beaucoup Enel
et Roberto, qui ont bien voulu faire cette étude. Ils l'ont faite à pas de course, c'était rapide. Enfin, ça fait quand même quelques mois que ça travaille, mais il y a encore du travail. Et nous ferons une restitution fidèle, ou plutôt nous. Enel fera une restitution fidèle. Moi, je ne ferai que les accompagner et les aider au gouvernement marocain, au ministère de l'énergie marocain, pour qu'il y ait la meilleure compréhension de cet œil externe que Enel a apporté dans un objectif d'amélioration. C'est véritablement ça, et d'ailleurs l'étude a été faite à la demande du secrétaire général du ministère de l'énergie. Je ne me trompe pas. Et ça, c'est très très concret, parce que un de mes grands souhaits, c'est que le marché marocain en matière d'investissement privé, pour les PME privées, pour les développeurs privés, soit ouvert au plus grand nombre, ce qui n'est pas encore le cas. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous avons parlé financement. Plusieurs cas ont été présentés, fort intéressants, complémentaires, voire même opposés. Mais vous voyez, il y a énormément à faire, il y a beaucoup d'approches de financement. Elles ont tout un point commun, c'est la disponibilité des liquidités. Les liquidités sont très disponibles aujourd'hui. Il n'y a pas de problème d'argent, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Et en particulier l'argent privé, extrêmement liquide, extrêmement disponible, qui ne demande qu'à se placer. Même au niveau de certains pays, les liquidités sont très abondantes pour autant qu'elles soient convertibles en assets. Mais il faut de l'asset sérieux. Donc il faut des projets bancables. Il y a un travail en amont à faire. C'est la condition qui est posée. Elle est normale, elle est légitime, elle est posée par les investisseurs. Complètement normale. C'est la seule voie qui permettra d'aller vers cet équilibre-là et de faire se rejoindre ces deux mondes. Là, il y a un travail d'ingénierie à faire. Au Maroc, nous l'avons commencé. Dans d'autres pays aussi, mais il faut unir nos forces, et en particulier en Afrique. Ça, c'est important. Nous avons parlé stockage. Je remercie tous les experts du stockage qui se sont déplacés. Je sais que pour certains, les agendas étaient très serrés. Mais ils sont venus à Marrakech quand même. Et donc, pour ça, merci beaucoup. Et pourquoi? Parce que le stockage est vraiment une composante importante. Car elle va contribuer à démocratiser le photovoltaïque, la production d'électrique d'origine renouvelable pour tous. Elle va vraiment permettre de démocratiser ça. Des exemples ont été donnés, les tours télécoms, les villages isolés, les maisons, les industries. Ça nous concerne tous, ça concerne nos sociétés. Et ça contribuera fortement à fluidifier cette chaîne de valeur du solaire. Bon, aujourd'hui, on parle de solaire, donc du solaire, mais c'est transposable dans les autres secteurs, et ce, dans le meilleur intérêt de la qualité de vie des personnes et des citoyens. C'est très important. Voilà. Et enfin, des solutions. Tout ça, ça rentre dans des solutions. Nous avons eu, je pense, en tout cas, encore une fois, pardon pour mon absence, mais mon adjoint me dit que c'était vraiment de belles prestations et des sujets très intéressants. L'agriculture, par exemple, Sanagri, moi je trouve ce projet extrêmement original. Parce que des panneaux solaires ne sont pas utilisés pour les panneaux solaires, pour produire l'électricité en priorité, mais ils prennent en compte le cycle de développement des plantes, ils priorisent les rendements des plantes, et à l'occasion, ils produisent de l'énergie. Vu les performances des panneaux aujourd'hui, c'est suffisant pour produire suffisamment d'énergie pour de multiples usages et utilisations qui permettent d'atteindre le niveau de rentabilité et un business model équilibré. J'ai pas dit de bêtises, Monsieur Guerrier. Corrigez-moi. C'est vraiment important. J'ai eu une personne qui devait être là mais qui ne l'a pas été. Je voulais qu'elle parle mobilité, mais elle a eu un empêchement. Ça a été abordé ce matin
au niveau du stockage, la mobilité, et en particulier la mobilité électrique. Je vais en profiter pour toucher 2 mots là-dessus. Nous avons fait un choix qui est celui de la mobilité électrique au Maroc. Ce choix n'est pas décliné du hasard. Nous avons travaillé depuis, en préparation de la COP22, avec les équipes mondiales en charge du transport, du UTP, etc. Tout ça, on a travaillé avec ces institutions. Nous nous sommes réunis moult fois dans les bureaux de Ségolène Royal à Paris avant la COP21 pour sortir la Global Transport Roadmap au niveau mondial. Nous avons fortement contribué à ça. Ça a été présenté, livré, ça a été un gros succès lors de la COP21, lors de la COP22, pardon, à Marrakech. D'ailleurs, c'était un des principaux livrables. Entre la COP22 et la COP23, nous avons poursuivi notre effort pour sortir la Moroccan Transport Roadmap. On l'a déclinée de la Global Transport Roadmap au niveau mondial. Elles sont parfaitement cohérentes. Un gros travail a été fait qui aujourd'hui est porté par le ministère des Transports marocain. Mais le choix fondamental qui est derrière, c'est la mobilité électrique. C'est extrêmement important. Marrakech a donné le premier signe avec les bus électriques. Vous allez bientôt voir des scooters, des vélos électriques à Marrakech, à Tanger, etc. Et puis, vous allez bientôt voir des infrastructures de recharge électrique développées au Maroc pour être et devenir un acteur plein et entier de niveau mondial, parce que sans les infrastructures, point de mobilité électrique, des bornes de recharge aux normes qui respectent les standards. Pas question d'aller concurrencer les constructeurs automobiles, bien au contraire, l'idée est de leur préparer le marché, de leur préparer les conditions pour que des véhicules électriques performants, pas chers, autonomes, ayant la plus grande autonomie, puissent se déployer. Mais ces infrastructures seront partie prenante d'un smart grid, seront partie prenante d'un ensemble où vous aurez ces infrastructures de recharge, mais où vous aurez aussi des centrales solaires, des panneaux solaires qui vont les alimenter, des électrons verts qui iront les alimenter, à l'image du projet de Marrakech au niveau des bus électriques. C'est ça le point de départ. Et c'est le modèle qui va être suivi entièrement. Ça, c'est pour la mobilité électrique. Beaucoup d'autres secteurs sont concernés, comme par exemple le dessalement. Le dessalement solaire, on peut produire 100-200 000 litres d'eau potable par jour avec des petites capacités. Pas besoin de grandes usines de niveau planétaire ou autre, mais avec des petites capacités, on peut produire de l'eau potable pour les villages, isolés, en prenant de l'eau de mer, en prenant de l'eau saumâtre, et fournir de l'eau potable de haute qualité, et certifiée par plusieurs laboratoires européens, africains, et je l'ai goûté aussi. Je vous garantis que je ne fais pas beaucoup de différence avec ce que nous avons en eau minérale. C'est pareil, c'est exactement pareil. L'intérêt, c'est que ce sont des technologies de rupture qui permettent de fournir le litre d'eau potable autour de 3 centimes. Ça, c'est l'intérêt. Quand on sait que l'eau potable est un vecteur essentiel de distribution, de propagation des maladies en Afrique, on dimensionne tout de suite l'intérêt de ce genre de solutions qui réduisent le coût de l'eau potable de niveau eau minérale à 3 centimes le litre. Ça, c'est important. Voilà, donc c'était juste pour illustrer un petit peu ce qui aurait pu être dit si nos deux intervenants qui ne sont pas venus étaient là. Vous auriez vu des réalisations, vous auriez vu des films, des choses installées, opérationnelles. Ce n'est pas du rêve, c'est une réalité. Avec ça, vous avez eu le panorama de ce qui s'est passé cette année ici à Marrakech dans cette première édition, toute première édition de Photovolt Africa. La prochaine, c'est quelque part en Afrique que nous nous rencontrerons. Il y aura plein de nouveautés. Nous avons déjà des premiers contacts, croyez-moi, fort intéressants. Il va y avoir beaucoup de travail
pour préparer ça. 1 an pour préparer un événement comme ça, c'est court. Ça peut être long. Non, non, c'est très court. 1 an, ça va vite. Et je suis sûr que nous allons aller de surprise en surprise, d'amélioration en amélioration au fur et à mesure que cet événement commencera, ce congrès voyagera dans le continent. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je voudrais surtout vous remercier pour votre patience, vous remercier pour votre intérêt, pour avoir été ici, et j'espère vraiment avoir l'occasion de vous revoir dans les prochaines éditions, pas ici en Afrique. Le Maroc est un pays africain, certes, mais dans toute l'Afrique, pas que au Maroc. Et ça reviendra, comme je l'ai dit, enrichi de cultures nouvelles, d'idées nouvelles, de projets nouveaux, de technologies nouvelles, de modèles nouveaux, de modèles économiques et financiers nouveaux. Parce que croyez-moi, ça foisonne. Et c'est tellement riche, ça foisonne. Et rappelez-vous ce que nous disions ce matin sur les modèles économiques. Rappelez-vous ce que le fondateur de EAV Africa de Nairobi a dit. Ils innovent à chaque fois avec des nouveaux modèles directement connectés aux utilisateurs et aux consommateurs finaux. Rien à voir avec ce que nous avons appris comme modèle financier à l'école. Ça n'a absolument rien à voir. Et je trouve ça génial. Voilà, mesdames et messieurs, un grand merci. Et vous avez du café, du thé qui vous attend, des jus de fruits. Et vraiment, à la prochaine. Merci beaucoup.